Alors maintenant, je vais aborder le petit allegretto final de cette fantaisie. Pour le resituer, je vais rejouer la section cadentielle, la fin de la section en ré mineur. La voici. Elle est, comme je disais, élargie. On se reporte évidemment à la vidéo où j'en avais parlé. On a ça, puis, et on aurait pu avoir cadence parfaite. Puis, or, on a la cadence rompue. Et voilà la cadence rompue. Puis la sixte napolitaine. La septième nuée, sol dièse à la basse. La quarte sixte. La résolution. Et voilà le ré majeur. Pardon. Oui. Pardon, j'ai eu une petite hésitation, c'est pas bien grave. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler de cette section de 4 mesures. Je la fais entendre. On est en ré majeur. Voilà. Alors, je vais prendre un peu de temps. Là, je vais sortir un peu du texte mozartien pour bien situer cet enchaînement auquel je tiens beaucoup. Non, ce n'est pas moi qui y tiens beaucoup, c'est un des éléments les plus centraux de toute la tonalité. Je vais donc le détailler. C'est un petit texte, c'est un motif, c'est donc un thème. Mais ce thème est assis, on peut dire, dans un cadre harmonique qui est l'enchaînement, je le dis solennellement, si j'ose dire, qui est l'enchaînement. Tonique, sous-dominante, dominante, tonique, encore une fois, tonique, sous-dominante, dominante, tonique, mais sur pédale de tonique. Voilà. Donc, c'est-à-dire on est en ré majeur, c'est-à-dire un accord de ré majeur, de sol majeur, de la majeur avec septième ou pas, ou bref, enfin l'harmonie dominante, puis de ré majeur. Mais le tout sur une basse immobile. Alors pourquoi je fais un arrêt ici et je sors du cadre strictement mozartien? C'est d'ailleurs mon propos habituel, c'est de resituer cet enchaînement, ici un vrai thème, dans la tradition, dans l'immense tradition de cet enchaînement. Je vais, avant de donner 2-3 exemples, je pourrais donner quelques centaines d'exemples, mais je vous en donnerai 2 ou 3 bien évidemment, mais je vais d'abord le détailler un peu cet enchaînement. Alors je le montre ici, il est extrêmement simple évidemment, c'est ça. J'écris d'ailleurs l'enchaînement, je ne vais peut-être pas passer trop de temps parce que c'est quand même très très évident. L'enchaînement tonique, sous-dominante, dominante, tonique, à la différence près qu'au lieu des basses fondamentales Do, Fa, Sol, Do, j'aurai la basse Do, 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 Do. Voilà. Je regarde une petite seconde mes fameux feutres qui me jouent des tours aujourd'hui. Voilà, ils sont un petit peu faibles, hein, ces feutres. Hein. Bon. Alors, je vais écrire cet enchaînement. J'ai donc Do, Sol, Do, Mi, tonique, sous-dominante, Fa, La, Do, Fa, ne passons pas trop de temps. C'est vraiment l'enchaînement de base. La dominante, la septième de dominante, Sol, Sol, Si, Fa, je maintiens le Fa, et Do, Sol, Do, Mi. Le tout sur pédale de tonique, Do, Sol, Do, Mi. J'écris exactement la même chose. Do, La, Do, Fa, Do, Sol, Si, Fa, et Do, Sol, Do, Mi. Le chiffrage ici, bien sûr, ce sont des états fondamentaux, je n'y reviens pas. Ici, le chiffrage est 5 états fondamentaux, mais ici, quarte et sixte, parce que bien sûr, c'est l'accord de Fa placé sur sa quinte Do, donc il s'agit bien d'une quarte et sixte. Et là, on a l'accord qu'on chiffre plus 7. J'en ai parlé déjà à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, je pense dans la vidéo que j'ai consacrée au coda. Enfin bon, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé
peut-être pas tant dans les vidéos, j'en ai beaucoup parlé dans des cours que j'ai fait en conservatoire, mais enfin, il faut vraiment connaître cet enchaînement, je vais le jouer, il faut bien entendre. Bien comprendre aussi que ici est la tension maximum pour arriver sur la détente qu'est l'accord parfait majeur. Détente, pourquoi ? Parce que les sons, le sol, le do, le mi, les trois sons sol, do, mi, la quinte, la fondamentale, la tierce, sont des notes de la résonance naturelle. Donc le do accueille, le do grave accueille sa propre résonance, donc c'est en ça qu'on peut parler de détente, mais là on peut parler de tension maximum, puisque le fa frotte sur le mi, le si frotte sur le do. Ce sont les deux notes à mouvement obligé qui sont les demi-tons de part et d'autre des deux notes réelles de l'accord. Alors voilà ici do, sol, do, mi. Voilà la carte des sixtes. Puis voilà la tension. Et la tonique, la détente. On a bien la tension, on a bien ça parce qu'on a essentiellement do, si. Et le si se résout sur le do, sur l'octave, c'est-à-dire la résonance la plus parfaite qui soit. Parce qu'il y a des résonances parfaites, il y a des consonances parfaites qui sont l'octave et la quinte, mais même dans l'octave et la quinte, la plus parfaite encore que la quinte, c'est l'octave, et pour cause, c'est le même son. Donc quand on frotte contre une note parfaite, de résonance parfaite, pas de résonance, de consonance parfaite, on est parfaitement faux aussi, si j'ose dire. Ça, c'est très dissonant, parce que c'est très proche de ce qui est le plus consonant, c'est-à-dire l'octave. Il en va de même pour la carte, qui frotte contre la tierce majeure, qui est le si, est un élément de résonance naturelle. Donc les deux éléments, voilà. Et avec le sol en plus qui ne change rien à l'affaire, voilà. Je rejoue l'enchaînement. Carte et sixte, septième de dominante sur pédale de tonique, résolution. Voilà. Alors oui, j'ai écrit une chose, mais je ne vais pas m'en justifier maintenant, il faut connaître ce chiffrage. On écrit plus 7, ça veut dire que sur la tonique figure la septième sensible. Voilà, c'est-à-dire que la septième de cet accord, le si, ça n'est pas un accord de septième, c'est un accord où il y a une note qui est une septième, et cette septième est la sensible. C'est une manière synthétique de noter l'accord qui est accord de dominante, essentiellement de septième de dominante, sur pédale de tonique. Je n'insiste pas trop là-dessus. Maintenant, je vais, pour illustrer le propos, citer 2-3 petits exemples rapides avant de passer à Mozart. Alors, on va le trouver chez Bach énormément, énormément, énormément. Et comme j'ai eu coutume de le dire aussi, car j'ai beaucoup de coutumes finalement, mais il y a des propos qui reviennent assez souvent parce qu'ils sont très importants. Dans la musique, cette section-là, on peut parler vraiment de section, c'est-à-dire que dans une œuvre qui fait tout ça, ça c'est en quelque sorte comme une brique. C'est comme une brique, un élément qui s'insère dans le discours général. Très souvent, très souvent, mais pas toujours justement, c'est là-dessus que je voulais insister, on le trouve comme brique initiale, c'est-à-dire la brique qui ouvre l'œuvre. Je donnerai des exemples, mais encore une fois, les exemples, il y en a des centaines. Je voulais signaler simplement que souvent, on trouve cet élément-là en finale. Donc à ce moment-là, ce sera plutôt la coda, justement. C'est un des éléments essentiels de construction de la coda. Ça n'est pas le seul. Et parfois aussi, on trouve l'élément en partie centrale. Je m'amuse un peu avec un peu comme des jeux de mots, mais bon, je pense que c'est assez, ça illustre bien le propos. On peut parler dans ces cas-là de prélude, de postlude et d'interlude. Pré, inter, post, prélude, interlude, postlude. Et le reste étant, je l'avais déjà dit à propos d'une sonate, j'aurai l'occasion, ça c'est le lude proprement dit. Attention, le mot lude en français n'existe pas, on est bien d'accord, mais il est bien là dans prélude, interlude, postlude. Voilà. Le lude, évidemment, comme on le sait, c'est un mot latin, ludus en latin. Ludus signifie jeu. Jeu, c'est-à-dire le jeu, c'est ce qui a une règle, comme les échecs, c'est un jeu, mais c'est au contraire quelque chose de très balisé. Le jeu, ça n'est pas le désordre, c'est au contraire l'organisation, les règles qui imposent, qui provoquent le jeu. Donc ça, ce sont les parties, les jeux proprement dit, et ça, c'est entre les jeux, avant-jeu, entre le jeu, à l'intérieur du jeu, et après le jeu. Voilà, le jeu JEU. Ceci étant dit, je montre quelques exemples, je les évoque rapidement
des exemples de cet enchaînement en initial, c'est-à-dire au début de l'œuvre. Je joue par exemple le... Ah oui, autre chose, bon, il y en a des choses à dire. Je vais d'abord dire cette deuxième chose avant de citer mon exemple. Il est très courant, extrêmement courant, sinon quasiment majoritaire, d'avoir ici un accord qui s'intercale, qui est l'accord de Do. Alors ça c'est déjà un accord de Do, mais cet accord de Do se transforme en accord de septième de dominante, donc c'est un emprunt à Fa. C'est un accord qui introduit cet accord-là. Donc on va avoir Do, Do, Sol, Do, Mi, mais Do, Sol, enfin Do, Si bémol, Do, Mi. Voilà, c'est-à-dire que c'est un accord de Do qui se transforme en accord de Do septième de dominante de Fa qui provoque une aspiration vers Fa, hein, puisque cette dominante appelle forcément une tonique, mais une tonique qui flotte parce qu'elle est placée dans son état de deuxième renversement. Donc je rejoue l'enchaînement avec l'emprunt, c'est très important. Voilà sans emprunt, puis voilà l'accord de Fa, là peu importe la suite, voilà l'accord de Do. Il se transforme en septième de dominante de Fa, puis voilà Fa. Et enfin, voilà. Donc quand on introduit, évidemment, ça c'est pas très intéressant ce que je dis là, je le dis parce que on introduit le Si bémol, il est très important de bien préciser Si bécard. Et je reviens à un propos que j'ai tenu notamment dans mon premier ouvrage, décidément je cite beaucoup mes ouvrages, mais bon, pourquoi pas, où je parle de... Bon, ce n'est pas du tout une invention, c'est une réalité, hein, simplement je la nomme et je la signale à chaque fois. Il y a beaucoup dans le jeu des modulations, ce que j'ai signalé comme étant création de sensible et suppression de sensible. Ici, il y a une suppression sensible, en effet, en Do, la sensible est Si, Si bécard. À partir du moment où on introduit le Si bémol, c'est qu'on module à la sous-dominante Fa, mais cette opération d'introduction du Si bémol, c'est la suppression d'un note Si. Voilà. Le Si, donc il y a suppression de la sensible Si au profit d'une note qui est Si bémol. Et puis là, il y a création de sensible. Donc les deux éléments que je cite toujours, c'est suppression de sensible, création de sensible. Suppression et création, ici recréation et réinstauration de la sensible. On voit bien ces deux notes-là sont très, si j'ose dire, stratégiques dans l'enchaînement. Suppression sensible, recréation de la sensible. Je le rejoue encore une fois. Voilà le Si bécard qui va frotter contre le Do. Et Do. Alors par exemple, on l'a sous une forme évidemment très mélodique, très chantante, dans le premier prélude du deuxième livre du clavier bien tempéré, qui est ça. Pardon, décidément. Peut-être pas très bien, je ne joue pas extrêmement bien, j'ai ce petit problème de main, mais je vais le jouer mal exprès pour bien faire entendre. Ici j'ai un Do grave qui tient, qui est en octave et qui tient tout le temps, donc il est censé bien sonner. Voilà, et voilà, donc ça c'est sous forme mélodique, sous forme de volute de notes, c'est bien l'harmonie de tonique qui se déploie. Do, Ré, Mi, Sol. Voilà, et puis cette harmonie se déplace. Et voilà le Si bémol. Donc là, il y a une forme d'arpège qui fait que j'ai bien le Si bémol. Et puis, voilà, donc là, j'ai bien l'harmonie sous-dominante. Et voilà le Si bécard. Voilà, tout ça était sur pédale de tonique. Voilà. Évidemment, sous une forme évidemment qui n'est pas cette forme de simple accord plaqué. Ça, c'est le début donc du prélude en Do majeur du deuxième livre. Attention, pas du premier livre, hein, du deuxième livre du clavier bien tempéré. Je veux citer, j'ai pris la partition pour ne pas l'oublier. Je vais citer comme ça, comme autre exemple, la sonate dite sonate Le Printemps, je crois d'ailleurs, oui, c'est bien celle-ci, qui est la sonate opus 28 de Beethoven. Donc je joue cet enchaînement, elle est en Ré majeur, ce serait bien sûr l'accord de Ré majeur, puis l'introduction du Do bécard qui est en emprunt à Sol, puis l'accord
Mais Beethoven fait d'une manière un peu facétieuse. Il faut voir que chez Beethoven, je ne vais pas me mettre à parler de Beethoven, maintenant ça n'est pas le sujet, mais il y a quelque chose d'un peu, j'ai employé le terme, facétieux. Il y a un côté un petit peu humoristique, le mot est trop fort, mais enfin il y a des petits traits d'esprit, des petites choses. Bon, par exemple ici, cet accord-là n'existe pas, il passe directement à cet accord. Je signale d'ailleurs que dans la première symphonie de Beethoven, il commence tout de suite par cet accord, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'accord de tonique n'a même pas eu le temps d'être tonique, il est déjà dominante. C'est un peu une forme d'impatience, comme je l'ai souvent dit. Et ici, chose amusante, c'est un peu comme si l'auditeur de la sonate, je l'ai dit, je ne sais plus à quelle occasion, arrivait en retard au concert. Hein. C'est-à-dire qu'il n'entend pas le premier accord de tonique, on entend ces trois notes graves, comme s'il était derrière la porte, qu'il n'avait pas eu le temps d'arriver. On est déjà sur l'accord avec le Do bécard. Je joue lentement. Voilà, donc ça c'est bien l'accord de sol, je le répète. Voilà. Et puis voilà l'accord, Do dièse. Voilà. Bon, je l'ai joué lent, ça n'est pas très beau ce que je fais, mais c'est pour bien me faire comprendre. De toute façon, ça va un peu vite, il faut prendre le temps d'aller regarder cette sonate et de bien voir la première, tout simplement, la première ligne de cette sonate et voir ce qui s'y passe. Je vais montrer maintenant aussi un peu rapidement un autre exemple chez Bach, par exemple. Après, j'arrêterai dans mes exemples. Encore une fois, j'aurai l'occasion d'en parler à d'autres occasions. Mais je veux montrer aussi l'enchaînement en finale ici. Alors par exemple dans le premier prélude en nul, toujours en Do majeur, le premier prélude, il y a une grande pédale de dominante qui dure 8 ou 9 mesures, un sol grave qui se répète constamment, hein, qui donne ça. Voilà, etc. Je ne joue pas tout. On entend bien ce sol là. Je le refais encore une fois un peu clairement. Attention, mon Do grave ici n'est pas tout à fait juste. Bon, c'est pas très grave, on va s'en contenter. Si bémol. Voilà, Fa. Voilà, j'ai un peu appuyé le Si pour qu'on entende cette dissonance. Alors, ce que je voulais dire, voilà c'est que ce thème de l'allegretto final de la fantaisie en Ré mineur, donc ce thème en Ré majeur, est construit de cette manière. J'ai bien, je vais l'écrire au tableau, mais j'ai bien Ré, Fa dièse, La. Et voilà que le thème, le soprano chante un motif très simple. Donc ça, c'est l'accord Ré, Sol, Si. Donc j'étais parti sur l'accord Ré, Fa dièse, La. Puis j'ai... et voilà, ici j'ai bien Ré, Mi, Sol, Do dièse et tonique. Donc j'ai bien eu tous les éléments. Je vais quand même l'écrire, c'est plus sage, qu'on voit bien les notes précisément et pour les suivre comme il faut. Voilà, alors il se trouve que tout est peut-être noté, je vais le faire exprès, il l'a écrit sur 2 portées, je vais tout écrire sur une seule portée. Il y a bien 2 dièses à la clé, j'ai bien Ré, Fa, c'est une mesure à 2 noirs, 2, 4. Hein. J'ai bien Ré, Fa, et j'ai le chant qui est La, Fa, Ré, Do, Si. Alors attention, ça c'est une appoggiature, et ça c'est la note réelle. Donc on a ça. Voilà. Je vais déjà m'arrêter là-dessus. Ça, c'est l'accord de tonique. Ça, c'est l'accord de sous-dominante. Voilà, c'est Ré, Sol, Si, avec l'appoggiature du Si par le Do dièse. Voilà, je le refais soigneusement. On entend bien ici. Voilà, c'est comme si j'avais Ré, Fa, La, Ré, Sol, Si. On est d'accord. Et puis après, il y a des notes tenues. Si,
ensuite sol, mi, deux doubles croches, peu importe. Voilà. Sol, mi, ré, do, si, la, la. Et puis, petite valeur brève, si, sol, fa. Voilà, terminé. Voilà ici mon motif complet. Alors ici j'ai bien ré, fa avec la, ré, sol avec si, et puis ici ré, mi, sol, que je peux écrire comme ça. Bon, c'est pas très joli, allez, soyons bien, écrivons exactement comme il faut. C'est-à-dire ré, sol d'un côté avec le mi de l'autre côté. Voilà, ré, sol, c'est-à-dire ré, sol, c'est la même chose avec le mi qui s'ajoute ici. Ça n'est pas non plus très joli, c'est pas grave. Et cette note-là dure tout le reste, ce qui fait qu'en fait, je dois lire, je vais prendre le feutre rouge. Ça, c'est très intéressant. Hein. Ça a l'air vraiment des détails, mais je trouve que c'est très intéressant. Je devrais même le réécrire en dessous. C'est comme si j'avais ça. Ré, fa, la. Ré, fa avec le la. Ré, sol avec le si. Puis ré, mi, sol. Décidément, c'est comme ça qu'il faut lire. Avec le do dièse, le voilà. Le soprano, c'est le la. Le si, le do dièse. Voilà. Et évidemment, à la fin, je reste en bleu parce que sinon, ça fait trop perroquet comme écriture. Et à la fin, il y a la résolution après cette tension, comme ça. Voilà. Et là, le ré. Voilà. Donc, j'ai un soprano. Pardon, hein, je suis un petit peu emprunté avec mon tableau aujourd'hui, mais ça n'est pas grave. Voilà, ici j'ai ré, fa, ré, avec le la qui se promène là-haut. Voilà, donc j'ai bien ici la, si, do dièse, ré. C'est-à-dire que le thème se déroule avec tout ce que j'ai écrit ici, tout ce qu'on entend, et il y a en même temps, en filigrane, enfin c'est pas vraiment le mot, mais la continuité la, si, do, ré, que je vais faire bien entendre, je l'ai écrite ici, la, si, do, dièse, ré. Voilà. Là, alors c'est bien ré, fa dièse, la, ce que j'ai écrit en dessous, ré, fa dièse, la, ré, fa dièse, si, ré, mi, sol, do dièse, on entend bien cette tension maximale, et ré, fa, ré, avec le la qui est là. Quand je joue le motif qui se greffe dessus, j'ai bien... Voilà. Bon, il y a un côté extrêmement simple, extrêmement pur, sur pédale de tonique. On ne peut pas écrire plus simple que ça, finalement. Et c'est une petite perfection d'écriture, hein, ce petit motif. Ce que je voulais dire, c'est que cet enchaînement que je viens de décrire, il est souvent, la plupart du temps même, il n'est pas thématique, ça n'est pas un thème. C'est un enchaînement harmonique qui va se trouver sous forme d'arpège, de 1000 manières différentes, avec des notes répétées, etc. Tandis que là, c'est le thème lui-même qui est assis, qui est posé sur cet enchaînement harmonique. Voilà, je tenais à signaler cet aspect du thème. Donc, je reviens avec mes conseils de grand-père que je fais si souvent, que je prodigue sans retenue. Je conseille aux pianistes et à tous ceux qui travaillent l'harmonie de ne pas aller vite. C'est-à-dire que déjà ça, c'est une perle, si j'ose dire, et ça vaut la peine d'être travaillé, d'être observé, d'être mémorisé. Il ne faut pas courir après les notes, avaler des kilomètres et toujours jouer de manière approximative. Non, il faut bien identifier ça comme cet enchaînement. Ça permettra ensuite, quand on le retrouve dans telle ou telle œuvre, et Dieu sait que c'est courant, de dire « Ah oui, c'est bien ça dont il s'agit ». Et ça permet la mémorisation des choses. Et je le redis, la mémoire est une chose essentielle en musique. Et quand on veut bien écrire, ce qui, je crois, est le but de ceux qui écoutent ces vidéos. Enfin, c'est pas simplement d'écrire de la musique, c'est d'élargir sa compréhension, bien sûr. Mais quand on veut avoir une maîtrise de l'écriture, il faut avoir beaucoup de mémoire, beaucoup d'exemples en mémoire. Sinon, on flotte un peu, on est, comme on dit aujourd'hui, hors sol.
C'est-à-dire que l'harmonie, c'est ça, on ne sait pas très bien, en quelque sorte, la validité des enchaînements. Non, cet enchaînement, il est extrêmement valide. C'est en ça que je dis important, quand je dis c'est important. C'est qu'il est valide, c'est-à-dire qu'il s'installe, il participe d'une tradition. Voilà, il n'est pas un exemple parmi d'autres comme ça, sur lequel on passe en vitesse en le remarquant à peine. En disant, tiens, il y a une note fausse ici, j'ai entendu ce genre de choses, tiens, ça c'est faux, c'est bizarre. Bon, vous voyez, non, il faut vraiment bien identifier ça et resituer ça dans son contexte. Bon, j'arrête de me répéter et je poursuivrai, j'ai déjà fait cette petite introduction, c'est déjà un petit objet en soi, mais je poursuivrai l'étude de cette section en Ré majeur immédiatement après. Voilà. Alors, j'aborde maintenant la dernière étape de cette analyse de la fantaisie en Ré mineur. Je vais donc parler de l'allegretto en Ré majeur. Alors, en fait, j'ai réfléchi un petit peu. Je vais quand même survoler ça, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de cette fantaisie. Nous avons étudié avec un certain détail, dirons-nous, même s'il y avait encore d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal, me semble-t-il. Nous avons vu la partie en Ré mineur. Pour cette partie en Ré majeur, j'ai bien envie de pratiquement m'arrêter là. J'ai montré donc ce thème, son système harmonique. Voilà, je tenais à le faire. Maintenant, aller dans le détail de chaque élément me semble un peu lourd, disons, et je n'amènerai pas, pardon, j'ai du mal à parler, je n'amènerai pas beaucoup d'éléments nouveaux, me semble-t-il. La seule chose qui va m'intéresser, c'est les cadences finales. Je pourrais aussi m'arrêter aux cadences intermédiaires dans le texte, mais bon, je ne vais pas le faire. J'ai parlé des sections cadentielles à de nombreuses reprises. Je les ai évoquées dans le texte écrit qui se nomme l'harmonie, le deuxième volume d'une série qui va se prolonger. C'est déjà pas mal. Maintenant, revenir sans cesse sur les mêmes notions et au risque presque de les ressasser me semble un peu inapproprié, comme on dit. Voilà. Alors, par contre, je vais quand même montrer la cadence finale que je trouve intéressante. Alors, on m'a signalé, je le dis ici devant la caméra, j'ai eu un mail, auquel d'ailleurs je n'ai pas encore répondu, mais ça ne saurait tarder. Un internaute me signale que il semblerait, et je l'ignorais, pardon, il semblerait que Mozart, ce ne soit pas de Mozart la fin du texte. C'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible. Je ne le sais pas, j'imagine que c'est vrai si on le dit, c'est-à-dire que les sources, je ne sais pas de quelles sources proviennent cette assertion, mais enfin bon, j'imagine que c'est vrai. Néanmoins, il me semble intéressant de l'envisager, et de toute façon c'est extrêmement mozartien. Alors, je vais peut-être jouer directement une chose, je vais jouer à partir de la mesure 87. Et après, je ferai quelques commentaires au piano avant d'écrire sur le tableau et de montrer un certain nombre d'éléments. Mais je ne vais pas réécrire le texte, hein, parce que ce serait beaucoup trop long. Alors, à la mesure 87, on s'engage vers la grande cadence finale. Toutes les mesures de la mesure 87 à l'extrême fin, c'est-à-dire 103, 104, 105, 106, 107, la dernière mesure est 107. Donc ces 20 mesures sont finalement une grande section cadentielle. Ce que je voudrais signaler et attirer l'attention en particulier, c'est la cadence rompue. Ça me semble extrêmement intéressant. Donc c'est une réexposition du thème, et le thème finit par une cadence. On attend une cadence parfaite, or on a une cadence rompue. Je rappelle que la cadence rompue, le terme rompu signifie rupture de la cadence, c'est-à-dire qu'on attend la cadence et elle est cassée en quelque sorte. Hein. Il y a donc une déception de l'auditeur en quelque sorte, et cette déception relative évidemment fait que la cadence parfaite qui va venir après, qui est donc attendue, elle se fait désirer, elle a d'autant plus d'autorité et de poids qu'elle est attendue, désirée, et qu'elle a été différée. Donc je vais montrer ça. Alors je le joue directement, c'est plus simple. Donc voilà ce thème qui revient, c'est comme une petite réexposition finale. Voilà. Alors je vais montrer ça. Ici on a bien le thème avec accord de tonique. Accord de sous dominante sur la pédale de tonique,
et un accord de dominante, et voilà la tonique. Puis la cadence arrive. Ici. Alors ça c'est, je vais l'écrire par contre ça, c'est, écrivons-le, hein. Je pense que c'est quand même très intéressant. 2 dièse à la clé. Et j'ai donc ici, j'écris en abrégé, j'ai donc ici, avec une nuance forte, ça c'est important, 4 fois, alors je n'écris pas tout, hein, ça prendrait trop de temps inutilement, 4 fois l'accord ici. Alors il faut bien le regarder, ça je pense que c'est intéressant, c'est un accord de sixte, c'est un accord de tonique. Hein, on a bien ça. Voilà cet accord, fa dièse, octave, ré, la, ré. Et cet accord va sur l'accord de sous-dominante. Donc deuxième mesure, alors je reprécise pour qu'il n'y ait pas de doute. Mon feutre est bien faible à nouveau. Voilà, celui-ci m'a l'air plus indiqué. Alors on est bien à la mesure 9, 10, 11, on est à la mesure 101. Hein, mesure 101. Voilà, donc accord de tonique et accord de sous-dominante. Alors ce qui est intéressant maintenant, réellement intéressant, je fais remarquer aussi une petite chose, c'est l'extrême classicisme, je dirais, enfin le mot n'est pas bon, hein, mais l'extrême conformité à des modèles très très étudiés, l'enchaînement, cet enchaînement de l'accord de tonique à l'accord de sous-dominante, d'un accord de sixte à un accord de quinte, c'est-à-dire un accord à l'état fondamental. Je ne reviens pas dessus, mais qu'on le remarque quand même, la seconde ascendante contre la tierce descendante, j'en ai parlé vraiment très abondamment. Donc ici, on a un premier élément, ici il y a un vrai silence, ici il y a 4 croches. Voilà, je le rejoue que ce soit très très clair. Voilà, alors, un élément intéressant est, parce que j'en parle assez rarement, ici j'en parle, est la nuance forte. Ça sera suivi par une nuance piano. Et on va avoir le petit élément rythmique, je vous enlève ça, qui est sol, mi, do, peu importe, ici j'avais aussi ce petit élément-là. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai ça ici, il a écrit ça. Voilà. Alors là aussi, je demande une attention particulière. Voilà, ici aussi, 4 croches. Donc c'est le même modèle que ça, hein. Pam, 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 d'une part, puis pam, 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 d'autre part. Mais ici c'est forte, ici c'est piano. Alors là, je vais faire un petit arrêt pour le montrer. Quand bien même ça n'est pas de Mozart, d'ailleurs, puisqu'il semblerait que ce soit le cas. Voilà, ces 4 mesures me semblent extrêmement intéressantes. Donc on a bien ici une cadence rompue. Et on a une continuité mélodique de la basse, fa dièse, sol, la, si. Hein, il faut bien l'écouter. Hein. Fa dièse, sol, la, si. Et on a ici 2 accords à l'état fondamental. Un accord chiffré 5, un accord chiffré 5. Ça, c'est un accord de dominante. Plus exactement, plutôt qu'un 5, c'est un accord de 7e de dominante. Et ça, c'est un accord du 6e degré. Donc, j'attire l'attention, je me répète, mais on est habitué à mes répétitions, hein, on n'en veut pas trop, j'espère. Fa dièse, sol, la, si. Ça, c'est déjà un élément très intéressant. Et ici, c'est ce que je disais, il s'agit bien d'une cadence parfaite. Alors, pardon, surtout pas, il s'agit bien d'une cadence rompue. Alors, c'est la cadence rompue dans toute sa splendeur. Il y a la réalisation des 2 mouvements obligés, le do dièse monte sur le ré, le sol descend sur le fa. Comme dans le cadre, comme dans le cas et dans le cadre d'une cadence parfaite. Mais la basse monte sur le si. On a donc doublure de la tierce. Attention, on voit bien doublure de tierce. Je ne refais pas le cours sur la cadence rompue, mais il faut bien l'observer. Je veux surtout faire entendre ça. Je veux surtout faire entendre la cadence parfaite. Donc je rejoue. Et s'il y avait eu parfait, la nuance aurait continué dans le forte. Voilà. Or, on a... cette nuance piano, donc suspension, et ici la musique redémarre, et le chant redémarre dans le médium. Et ici, vraie cadence parfaite. Parfait, parfait. Voilà, je voulais montrer ça, c'est très important. Alors,
je vais quand même l'écrire, mais de manière un peu abrégée ici. Voilà, toujours mes 2 dièses à la clé. Il ne faut pas négliger, j'insiste sur ce petit aspect graphique, il ne faut pas négliger de remettre les altérations à la clé, de remettre cette petite accolade. Je sais que beaucoup d'élèves négligent de la mettre, mais ça peut prêter à confusion quand on a plusieurs portées. Si on ne l'a pas, ce sont bien ces 2 portées qui vont ensemble, ces 2 portées qui vont ensemble. C'est très élémentaire de le dire, mais il ne faut pas le négliger. Et donc ici, après cette suspension, on a forte, de nouveau forte, et on a sol dièse en octave. Donc on retrouve l'épaisseur d'écriture qu'on avait ici avec ces octaves. Cette fois-ci, on a soupir, là. Voilà, je vais en parler, je ne vais pas tout écrire, mais quand même, il faut bien le voir. Là, grave, point d'arrêt. Et puis les cadences parfaites qui vont suivre. Donc ici c'est un accord de septième diminué sous cette forme, je ne me trompe pas de position, Ré, Fa bécard, Si. C'est en fonction de dominante de la dominante. Cadence, quarte et sixte. La quarte et sixte, on remet bien le dièse parce qu'il a été bécard ici. Quarte et sixte, ça c'est forte. De nouveau piano. Et dans le médium grave, enfin médium, voilà, point d'arrêt. Je rejoue ça qu'on l'entende bien. J'attire l'attention sur la continuité et la linéarité de la basse. Fa dièse, Sol, La, Si, Sol dièse, La, La, et évidemment, le thème reprend, c'est-à-dire Ré. Voilà. Donc on a bien... Sol dièse dans le grave, septième diminué, quarte sixte, résolution de la septième piano, et le thème reprend dans le médium avec un caractère plus chaleureux, plus chantant encore. Et maintenant, Fa dièse dans le grave, ça je ne l'écrirai pas, sous dominante, puis dominante, La, Mi, Sol, Do dièse, une gamme. Voilà, et de nouveau, La, Ré, La, Ré. Autrement dit, à la fin, on a 3 cadences parfaites. On a bien La, Mi, Sol. Pardon. Voilà, on a bien La, Ré à la basse, puis de nouveau La, Ré, et encore La, Ré. Autrement dit, on a 3 cadences parfaites successives. Voilà, je voulais attirer l'attention simplement sur cette cadence rompue. Voilà, qui fait redémarrer le discours. C'est l'occasion de faire réentendre de manière avec une certaine chaleur, donc du fait que le thème est présenté dans le médium, et de faire triompher en quelque sorte les cadences parfaites. Alors il semblerait, encore une fois, que ce ne soit pas de Mozart cette extrême fin, mais bon, je pense que c'est intéressant de le voir. Voilà pour cette fantaisie en Ré mineur, qui aura pris quand même pas mal de développement. Alors après, je vais continuer pas mal d'analyses, et je me consacrerai à, la prochaine fois, à quelque chose qui me tient à cœur, la fugue, oui, la fugue en Fa dièse mineur du deuxième livre du clavier bien tempéré. Il y a un certain nombre de choses qui m'intéressent et que je veux montrer. Je sais qu'elles sont souvent négligées, pas tellement vues, pas prises en compte, et je pense que c'est intéressant de le faire.